ravie d'être avec vous ce soir, nouveau rendez-vous. Nous allons donc décrypter ensemble le plan épargne retraite. Alors le plan épargne retraite est né il y a quasiment un an maintenant avec la loi Pacte. Ce plan épargne retraite avait pour objectif une harmonisation de la retraite par capitalisation, donc qui vient en complément de la retraite par répartition, avec aussi un souci de transparence et un souci donc d'inscription de ces plans dans le temps. Le plan épargne retraite apporte un avantage fiscal, il permet tout un dispositif de déduction fiscale et c'est ce que nous allons regarder ensemble ce soir avec Sylvain Grégoire qui va décortiquer avec nous un certain nombre d'exemples et qui apportera donc des réponses à vos questions. Ensuite, je reviendrai plus particulièrement sur le dispositif que nous avons lancé cette année en plan épargne retraite chez Alta Profit. Sylvain, c'est à vous. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons évoquer la problématique retraite par capitalisation via le plan d'épargne retraite. Mais au préalable, pendant une dizaine de minutes, je vais essayer, par le biais d'exemples et de simulations, de vous réexpliquer le fonctionnement de la retraite par répartition. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce premier slide, la retraite par répartition au niveau des salariés se décompose en deux niveaux. Tout d'abord, la retraite sécurité sociale, dite la CNAF, Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ensuite, elle est complétée par la retraite ARCO-AGIRC, issue de la fusion en 2019 des retraites cadres et non cadres. Donc là, nous sommes sur la retraite par répartition, à savoir la retraite intergénérationnelle. Et le troisième étage que l'on évoquera dans un second temps, la retraite dite supplémentaire par capitalisation, le plan d'épargne retraite. Donc, durant quelques minutes, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement et de la retraite de base. Donc, c'est relativement technique, je vais essayer de rester assez simple et on va l'illustrer par deux simulations pour bien comprendre le fonctionnement de la retraite par répartition des salariés. Donc, dans son premier slide, nous avons donc les deux points importants. L'âge légal de départ en retraite à ce jour est toujours fixé à 62 ans, sachant que l'âge à taux plein, 67 ans. La retraite de base, dite sécurité sociale, est fonction de notre salaire annuel moyen, où on prend en compte les 25 meilleures années, d'un taux de liquidation et ensuite d'un ratio qui est fonction du nombre de trimestres que l'on a acquis durant toute notre période. Là, vous avez l'exemple d'une personne qui est née en 1956. Il lui faut à ce jour 156 trimestres pour liquider une retraite à taux plein. Si elle a cette retraite à taux plein, on a un ratio au maximum, à savoir à 50%, et donc cette personne pourrait prétendre au mieux à 50% d'un plafond annuel sécurité sociale, à ce jour 41 000 euros, donc 20 500 euros. Donc les deux points importants, c'est âge légal 62 ans, je peux partir à 62 ans, mais à 62 ans, est-ce que je pars avec une retraite à taux plein ou non? Et donc, c'est là où on rentre dans ce calcul de retraite notionnelle. Et en fonction de notre année de naissance, on a un nombre de trimestres requis pour avoir cette retraite à taux plein. Si on n'a pas cette retraite à taux plein, on a ce que l'on appelle une décote. La décote, vous me direz, c'est pas catastrophique au titre du régime de base, mais on va le voir par le biais des simulations et surtout au niveau des retraites complémentaires. La décote que l'on a au titre des régimes sécurité sociale s'applique au titre des régimes complémentaires ARCO-AGIRC. Donc c'est là où on a l'incidence au niveau des retraites aujourd'hui entre je pars à 62 ans ou j'attends 63, 64, 65, voire 67 ans, l'âge à taux plein, pour bénéficier de ma retraite dans de bonnes conditions. Et donc tout l'équilibre entre ma retraite par répartition et ma retraite capitalisation va se faire entre 62 et 67 ans. C'est-à-dire qu'en fonction de la retraite que j'obtiendrai au moment du départ, comment je dois compléter le manque à gagner que j'aurai entre la répartition et la capitalisation. Donc, on va avancer si vous le souhaitez. Et donc, dans cet exemple, dans le slide suivant, vous le voyez en fonction des générations. Donc, on a un nombre de trimestres à cotiser qui est différent. Et là, le dernier décret d'application est pour les générations 1973. Et pour une génération 1973, il faut 172 trimestres, soit 43 ans pour obtenir une retraite à taux plein. Donc, vous prenez quelqu'un qui commence à travailler à 20 ans,
On est loin de l'âge auquel on commence à travailler en France, puisque avec les durées d'études, on est plutôt sur 23-24 ans aujourd'hui. Si vous souhaitez partir à 62 ans, vous n'aurez pas le nombre de trimestres, donc vous aurez forcément une décote au titre du régime de base et complémentaire. Donc, il y a, et on ne va pas rentrer dans le détail, mais des possibilités de racheter des trimestres pour année d'études ou bien au moment du départ en retraite, en termes d'optimisation retraite. Mais la règle de base est bien, est-ce que je peux obtenir une retraite à taux plein? Sinon, je pars avec une décote. Quel est le montant de cette décote? Cette décote s'appliquera au titre du régime de base et régime complémentaire. Et à partir de là, je vais mettre en place toute ma stratégie retraite par capitalisation de façon à me retrouver au moment du départ en retraite avec un complément de revenu qui me permettra de poursuivre ma fin d'activité dans de bonnes conditions. Là, si on passe au slide suivant, vous allez le voir, la retraite Arco-Agir, donc depuis la fusion du 1er janvier 2019, nous sommes sur une retraite en points. Donc c'est relativement simple à comprendre, c'est un nombre de points par une valeur de points, et le point de service est déterminé annuellement au 1er janvier de chaque année. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais la retraite pour 2020 ne sera pas revalorisée au titre du régime Arco-Agirc, pour la première fois depuis la création, à savoir 1947 pour l'Arco-Agirc, du fait de la crise sociale, mais on a une retraite qui est quand même relativement lisible, c'est un nombre de points, une valeur de points, et ça nous donne un montant de retraite au titre de l'Arco et l'Agirc. Sachant que le poids de l'Arco et l'Agirc par rapport à la retraite sécurité sociale de base, c'est 60-40. Hein. Donc quand on parle de décote au titre du régime de base, qui s'applique sur la retraite Arco-Agirc, et donc sur le nombre de points, c'est là où on voit l'incidence de la décote sur les régimes complémentaires. Donc, si on veut le schématiser sous forme de simulation, et en passant au slide suivant, vous allez le voir par les illustrations que l'on a faites, vous avez une personne qui est née en 1970, donc qui a 50 ans, qui a eu sur une durée de cotisation requise 171 trimestres. Ça, c'est le décret d'application que l'on vient voir au préalable. Cette personne a fait des études, a commencé à travailler en 1994, soit à 24 ans. Et donc, on a pris une retraite supérieure au plafond annuel sécurité sociale sur toute la période, à savoir 50 000 € de revenus, salaire annuel brut. Et là, on va voir tout de suite les simulations obtenues au titre de la retraite de base et complémentaire. Et donc, vous allez voir qu'en fonction de l'âge auquel on part, on se retrouve sur des niveaux nettement différents. Si on peut avancer le slide, s'il vous plaît. Et si notre client part à 62 ans, hein, je vous rappelle, on était à 50 000 de revenus bruts, 42 000 salaire annuel net, se retrouverait avec 21 900 € à 62 ans. Et donc, pour obtenir une retraite à taux plein, là, on se retrouve à 67 ans, au vu du nombre de trimestres et l'âge auquel notre client a commencé à travailler, on se retrouve avec 31 000 € de revenus. Mais entre 50 000 de salaire annuel brut, 22 000 de retraite à 62 ans et 31 000 à 67 ans, il y a quand même un manque à gagner. Et donc, c'est là où, en optimisation retraite ou en stratégie retraite, on va mettre en place notre dispositif d'épargne retraite. Donc, vous allez le voir de façon assez schématique. Notre salarié, 42 000 € de revenus, 21 000 de retraite s'il part à 62 ans. C'est là où la stratégie retraite intervient. Et comment fait-on pour combler ces 20 000 €, hein, si toutefois on peut, mais quels sont les dispositifs de retraite par capitalisation que l'on peut mettre en place pour partir à 62, à 63 ou à 64 ans dans des conditions convenables avec notre retraite de base, notre retraite complémentaire et notre retraite par capitalisation. On a exactement le même type de simulation sur un salarié à 100 000 € sur le slide suivant et vous allez voir, on va passer rapidement, vous allez voir tout de suite, à 100 000 €, on a pris la même date de naissance, quelqu'un qui est né en 1970, donc début d'activité 94, et on part d'une retraite à 41 000 tout régime confondu jusqu'à 56 000 si on attend 66 ans, l'âge auquel on est sur une retraite à taux plein. Donc je ne rentre pas dans le bolus-malus Arco-Agirc, puisque c'est assez compliqué, mais on pourra y répondre si vous le souhaitez. Mais la spécificité de la réforme Arco-Agirc du 1er janvier 2019 fait qu'on peut toujours débloquer sa retraite de base à 62 ans,
mais si on débloque l'Arco-Agir qu'à 62 ans, on partira avec un malus de 10%, d'où le décalage entre retraite de base et retraite complémentaire au vu de la dernière réforme et de la Arco-Agir qu'au 1er janvier 2019. D'accord? Donc sur la retraite par répartition, on a fait relativement vite, hein, mais pour bien vous rappeler le contexte, aujourd'hui, les taux de remplacement pour un salarié vont de 45 à 55% sur des carrières complètes, là où nos parents sont partis avec des taux de remplacement plus proches de 60 à 70%. Et l'objectif de demain, c'est de maintenir des taux de remplacement équivalents, pas à nos parents, mais aux nôtres, et tout au moins de maintenir le système de retraite par répartition. Mais en ce qui nous concerne, c'est demain quelle stratégie mettre en place pour optimiser et combler ce manque à gagner au titre des retraites par répartition. Je vous rappelle que la répartition, on est sur un système notionnel et intergénérationnel, et donc les grands facteurs à prendre en compte, ce sont les facteurs économiques que l'on connaît aujourd'hui, la crise économique, la crise sociale, mais également démographique avec l'augmentation de l'espérance de vie, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive sur des baisses tendancielles au niveau des niveaux de retraite versés, et ce depuis quelques années maintenant. Le dernier point, donc là on arrive sur le manque à gagner donc pour notre cadre à 100 000 euros. Donc vous voyez, on arrive à 36 000 euros de reconstitution possible en retraite par capitalisation. Le dernier point sur lequel je vais insister, c'est la place du conjoint survivant, puisqu'on va parler financier, mais on parle également de protection sociale. Et le conjoint survivant, notamment dans la stratégie retraite, a beaucoup d'importance. À savoir que sur les retraites Arco-Agir, en cas de décès, le conjoint survivant percevrait 60% de notre retraite, mais la notion de conjoint survivant est quand même importante, puisqu'on ne prend en compte que les conjoints mariés, hein, le concubinage et le pacte ne sont pas pris en compte, et donc lorsqu'on se retrouve en retraite aujourd'hui, on n'est plus forcément avec la même personne, on est peut-être en concubinage, et donc la retraite par répartition n'aura pas d'effet sur la protection du conjoint survivant. Et quand on fait le parallèle avec la retraite par capitalisation, où là on dépend du code des assurances et non plus du code de la sécurité sociale, la notion de conjoint survivant n'est absolument pas la même, puisque là on prend en compte le conjoint pacsé, le concubin, voire une tierce personne, hein, si on souhaite protéger une tierce personne, mais on n'aura plus cette notion de conjoint marié comme on l'a à ce jour sur la retraite par répartition au titre de l'Arco-Agir, comme pour les régimes de base de sécurité sociale. Ensuite, pour faire la transition avec le plan d'épargne retraite, on va parler rapidement, et je ne vais pas faire de politique, sur la réforme des retraites. Depuis 25 ans aujourd'hui, on a différentes réformes, des réformes paramétriques sur les 25 dernières années. Il y avait un projet de réforme dit de retraite universelle qui devait voir le jour cet été, qui n'a pas vu le jour pour les raisons que l'on a connues. Quoi qu'il en soit, il faut se préparer à une réforme des retraites, puisqu'il faut maintenir notre système de retraite. Donc une mission du Conseil d'orientation des retraites a été mise en place cet été pour redéfinir et rebalayer la problématique, sachant que d'ici la fin du quinquennat, il y aura un projet de réforme avec pour objectif soit de tendre vers une réforme universelle comme on l'avait vu, à savoir un seul et même régime et une retraite plus lisible, plus claire, avec une fusion de l'ensemble des 42 régimes de retraite par répartition, y compris les régimes spéciaux, ou bien une réforme dite paramétrique où on changera l'âge légal de départ en retraite ou la durée de cotisation, mais quoi qu'il en soit, il faut réformer notre système de retraite, puisque si vous l'avez vu également cette semaine, les projections nous donnaient des déficits à venir pour les années 2025-2030 et nous nous retrouvons déjà avec un déficit Arco-Agir de 6 milliards au mois de septembre, dû malheureusement à la crise sociale que l'on a vécue par le biais du chômage partiel et le non-paiement des cotisations sociales. Donc il y a urgence aujourd'hui de réformer, de se préparer à une réforme des retraites. Quoi qu'il en soit, se préparer à la réforme de retraite, c'est également, comme on l'a vu au préalable, commencer dès aujourd'hui à se constituer une retraite par capitalisation pour pallier la déficience ou la baisse des régimes de retraite par répartition pour les prochaines années. Donc, la loi Pacte
nous a permis de voir le plan d'épargne retraite depuis l'an dernier, qui aujourd'hui a remplacé le plan d'épargne retraite populaire et le préfonds, qui datait de 2003-1965 pour le préfonds. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un dispositif d'épargne retraite, qui est le plan d'épargne retraite. Ce dispositif, comme vous le voyez, je ne vais pas détailler l'ensemble des compartiments, mais il est alimenté par des versements volontaires, avec un avantage fiscal à l'entrée, et possibilité de rapatrier tous les flux de transfert d'anciens contrats comme des PERP ou des préfonds ou des Madelins pour ceux qui sont non salariés. Et ce dispositif vous permet de répondre à notre problématique retraite, à savoir de la retraite par capitalisation avec des versements volontaires possibles, une enveloppe de déductibilité fiscale qui est limitée à 10% des revenus d'activité, mais on va le voir par le biais d'un exemple dans les prochains slides, et donc par l'effet de la capitalisation et de la durée, ça nous permettra de compléter nos revenus au moment du départ en retraite. D'accord? Donc en 6 points pour résumer le plan d'épargne retraite. Les points forts, c'est la sortie en capital possible, qui n'était pas le cas au préalable sur les anciens dispositifs, mais on peut très bien sortir partiellement, totalement en capital, comme on peut également, comme tout dispositif d'épargne retraite, sortir en rente viagère. Et donc le choix se fait au moment du départ en retraite. Donc en fonction de votre situation, de la protection du conjoint, on pourra opter entre du capital, une partie du capital fractionné ou bien de la rente viagère. Le grand point également, la grande évolution du plan d'épargne retraite, c'est le déblocage pour l'acquisition de la résidence principale. C'est-à-dire qu'on part du principe que la première pierre à l'édifice pour la retraite, c'est la résidence principale. Et donc l'immobilier, la résidence principale, fait partie des 4 déblocages pour les personnes qui auront commencé jeunes à alimenter un plan d'épargne retraite. Et donc ça permet souvent de participer à l'apport financier pour l'acquisition de la résidence principale. Ensuite, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on a une harmonisation des différents cas de déblocage entre dispositifs qui est assez disparate sur les anciens dispositifs. Et puis, en termes de protection du client, c'est très important, transférabilité possible et encadrée par des frais de transfert plafonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un plan d'épargne retraite, vous pouvez transférer d'un assureur vers un autre avec des pénalités qui sont plafonnées à 1%, et surtout, il n'y aura pas de frein pour la transférabilité, comme on pouvait le retrouver sur d'anciens contrats où on ne pouvait pas transférer, ou alors il fallait avoir quitté l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a possibilité d'avoir une transférabilité de son contrat et un plafond, tout assureur confondu et banquier également, au niveau de la législation. Et le dernier point le plus important, le 6e point, qui est la gestion financière, puisque on va capitaliser sur 20, 25, 30 ans, voire au-delà, son épargne. Et donc, la gestion financière fait partie du point le plus important du plan d'épargne retraite. Et on va le voir dans l'exemple suivant, puisque en fonction de l'âge auquel on va commencer, comme on est sur la capitalisation, en fonction de l'âge auquel on commence à verser sur ce type de dispositif, on se rend bien compte que l'effort d'épargne n'est pas le même en fonction et de l'âge auquel je commence et du rendement de notre épargne. Donc, vous l'avez par exemple pour une personne qui liquide ses droits à 65 ans, s'il veut obtenir 1 000 € de rente viagère par mois, soit 12 000 € par an, il lui faut un capital constitutif de l'ordre de 350 000 €. Si cette personne a 35 ans, il faut cotiser 7 350 € par an, brut. Donc là, dans les slides suivants, et pour finir, on verra l'effet de levier de l'avantage fiscal. Si on peut revenir, pardon, je suis allé trop vite, sur le slide précédent, mais quelqu'un qui a 45 ans, il doit cotiser 13 000 € par an à 3% versus 15 900 € par an à 1% de rentabilité, de rendement de ses placements. Donc, la gestion financière et l'allocation d'actifs est un des volets les plus importants, puisque là, on est sur de la retraite par capitalisation et sur des durées très longues. Donc, on peut avancer, excusez-moi. Et donc, pour arriver à notre exemple de l'avantage fiscal, donc je vous ai fait un exemple d'un couple marié avec 2 enfants, 52 ans, cadres tous les deux, avec des revenus imposables 55 000 et 41 000 €. Et donc, on a fait le calcul du disponible fiscal. On a optimisé le versement sur un plan d'épargne retraite
et on a refait le montant de l'impôt à payer avant et après. Donc, pour bien vous montrer l'avantage fiscal et l'effet de levier, donc notre couple a 96 000 euros de revenus, 86 000 de revenus après l'abattement des 10%, soit avec 2 enfants, 10 900 euros d'impôt à payer. On va prendre la déclaration d'impôt de M. Dupuis et de Mme Dupuis. On se rend compte qu'ils ont un disponible fiscal de 4 950 euros pour monsieur et 3 972 pour madame, soit 9 000 euros environ pour le couple qu'ils pourraient investir sur un plan d'épargne retraite cette année. S'ils versent la totalité de ce disponible, de ce déductible fiscal, soit les 8 922 euros, on se retrouverait avec un revenu imposable non plus de 86 000 euros, mais de 77 000 euros. Et donc, on se retrouve dans un IR à payer qui passe de 11 000 euros à 6 300 euros par l'effet de levier du plan d'épargne retraite. Donc, comme on le voyait dans l'exemple précédent où je vous disais qu'il fallait verser 13 000 euros à 45 ans pour obtenir 350 000 euros à 65 ans, c'était avant avantage fiscal. Et donc, lorsqu'on applique la TMI, on se rend compte que l'effet de levier de l'avantage fiscal à l'entrée est non négligeable dans une stratégie d'épargne retraite. Alors, comment on retrouve ces disponibles sur notre feuille d'impôt? Donc, je vous ai mis une déclaration non pas fictive, mais presque, mais c'est la déclaration que vous avez reçue, sauf qu'elle date de 2019. Sur la dernière page, vous avez votre disponible d'épargne retraite et ce disponible d'épargne retraite prend en compte votre année 2019, mais également les années précédentes, les 3 années, ce qu'on appelle l'enveloppe triennale. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, verser au titre d'un plan d'épargne retraite la totalité de cette épargne pour monsieur et madame sur un dispositif d'épargne retraite pour cette année. Et donc, bénéficier encore plus de l'effet de levier. Et donc, on retrouve l'année en cours plus les 3 années précédentes au titre de l'avantage fiscal du plan d'épargne retraite. D'accord? On va répondre au chat après si j'ai fini et si vous avez des questions, et je repasse la parole à Stéphane. Merci Sylvain. Alors, on voit bien que la loi PAC, en créant donc le plan épargne retraite, répond à une véritable attente finalement en termes et à un enjeu donc très très élevé en termes donc de préparation de la retraite, de complément de revenus. On voit que le taux de remplacement est plus bas aujourd'hui qu'il n'était dans le passé pour les générations précédentes. Donc, il y a un véritable enjeu à se créer un plan épargne retraite par capitalisation. Alors, chez Alta Profit, nous avons lancé aussi notre PER. Plusieurs PER ont été lancés cette année par les professionnels sur le marché. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre ce PER qu'on a appelé donc titre à pair chez Alta Profit par rapport à d'autres solutions du marché? La première, c'est que nous avons créé ce contrat plan d'épargne retraite, donc qui est un contrat d'assurance. Nous l'avons créé avec un grand acteur de l'assurance de l'épargne retraite en France, la compagnie Swiss Life. C'est un contrat qui est complètement accessible sur la plateforme Alta Profit, donc souscription totalement en ligne si vous le souhaitez, 100% en ligne, avec la signature électronique, donc de A jusqu'à Z, complètement dématérialisé. Par contre, si vous souhaitez être accompagné par un conseiller patrimonial, eh bien, nous avons notre équipe à votre disposition. Nous pouvons vous rappeler, prendre un rendez-vous et vous accompagner donc pour la souscription du plan épargne retraite. Alors, il est accessible, on l'a voulu véritablement, il est accessible avec 100 euros. C'est une somme donc modique au départ pour effectivement mettre en place ce plan épargne retraite. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, plus on ouvre le plan épargne retraite tôt, et mieux c'est finalement dans cette capacité d'épargne et dans cet horizon d'épargne longue. Donc accessible avec 100 euros, et ensuite, eh bien, le minimum c'est 75 euros par mois. On peut mettre en place une programmation de versement donc par mois ou par trimestre ou par semestre ou tout simplement annuellement. On peut arrêter les versements comme on le souhaite. Ce sont des versements libres programmés. Ils sont programmés si on le souhaite, mais ils sont aussi libres, donc on peut les arrêter à tout moment.
Le père, dans son dispositif réglementaire, donc, propose la sortie en capital et la sortie en rente. La sortie en capital, c'est une vraie nouveauté, un dispositif qui apporte cet avantage fiscal à l'entrée et permet la sortie en capital. On ne le connaissait pas donc, dans les plans d'épargne retraite, par les plans d'épargne retraite pour les professions libérales ou les TNS dans le cadre de la MATLAM. Et encore, on était sur un capital qui était limité à 20%. Là, on peut sortir en totalité en capital au moment de la liquidation des droits à la retraite. On peut même envisager de fractionner ce capital dans le temps et sortir sur plusieurs années. Il peut y avoir d'ailleurs une stratégie patrimoniale de ne pas tout sortir la même année pour lisser aussi dans le temps l'impact fiscal. Le plan épargne retraite Alta Profit, donc titre à pair, propose une garantie de la table de mortalité. Donc vous souscrivez et vous avez la garantie de la table de mortalité aujourd'hui, même si vous êtes sur un horizon d'épargne longue à 25-30 ans ou plus. En ce qui concerne les chargements sur ce contrat, donc nous jouons la transparence avec donc un contrat qui est accessible sans frais de versement, ni à l'ouverture du contrat, ni pendant la durée des versements, sur les versements programmés tous les mois par exemple. Les frais de gestion annuels sur le fonds en euros sont de 0,65% qui sont applicables directement donc sur la participation bénéfice, et la participation bénéfice qui est versée chaque année sur le contrat est nette de ces frais de gestion. Et le taux que nous communiquons tous les ans sont bien sûr nets de frais de gestion. Ensuite, sur les unités de compte qui, et je vais y revenir, donc proposent une diversification au niveau des supports d'investissement. Là, les frais de gestion annuels sont de 0,84% et ils sont prélevés tous les trimestres sur le nombre de parts, par diminution du nombre de parts d'unités de compte. Enfin, sur ce contrat, vous avez la possibilité d'arbitrer d'un support à un autre, du fonds en euros à un support immobilier ou à un support action ou obligataire. Et les arbitrages, les transferts d'un support à un autre sont totalement gratuits, quel que soit le nombre d'arbitrages que vous faites tous les ans. Les arbitrages sont bien sûr tout à fait possibles via la plateforme Internet. Dès lors que vous passez les arbitrages dans la journée, ils sont réalisés le lendemain. Alors, au niveau de l'offre financière, et ça c'est un point extrêmement important, on l'a vu tout à l'heure dans la démonstration de Sylvain, c'est le support d'investissement sur lequel vous allez placer donc cet effort d'épargne est important parce qu'il permet effectivement d'aller chercher de la performance. Alors, sur le contrat titre à pair, nous avons donc une variété de supports d'investissement. Alors, bien sûr, le fonds en euros de la compagnie Swiss Life. Vous avez la possibilité de choisir donc une gestion évolutive où on va désensibiliser des supports exposés, plus on se rapproche de la date de liquidation des droits à la retraite. On va sécuriser en quelque sorte, en d'autres termes, on va sécuriser sur la poche fonds en euros. Vous avez en gestion libre la possibilité de venir choisir donc des supports immobiliers. Il y a 6 SCPI et SCI à l'intérieur du contrat et un OPCI donc qui sont des supports immobiliers qui dépendent donc de l'évolution du marché de l'immobilier. Vous avez la possibilité, et c'est pour ça que le contrat s'appelle titre à pair, parce que vous pouvez accéder donc à des titres vifs en actions. Vous retrouvez là donc les titres de trois indices, donc le SBF 120, l'Eurostoxx 50 et le CAC 40, si vous voulez des valeurs françaises. Donc c'est titres totalement accessibles pour mettre en place votre plan d'épargne retraite par capitalisation.
Bien sûr, une offre en OPCVM, 400 OPCVM accessibles à l'intérieur du contrat, et dans ces OPCVM, des OPCVM que l'on a sélectionnés pour vous avec répondant à des critères ISR, des critères vraiment qui ont un impact positif sur l'environnement. Des ETF également, donc qui répliquent des indices, une offre en ETF à l'intérieur du contrat et donc qui permet cette diversité. Donc voilà quelques mots sur le contrat PER, donc titre à pair d'Alta Profit. Donc, sur la plateforme, donc, nous avons un pair actuellement donc accessible. Nous avons en préparation un deuxième pair qui sera donc lancé, mis en marché donc l'année prochaine. Mais dès à présent, donc, nous pouvons vous proposer ce plan épargne retraite directement accessible sur la plateforme. Donc voilà pour les différents éléments et les atouts aujourd'hui donc sur le PER. J'espère qu'on vous a on a répondu à vos attentes. On a peut-être des questions, on peut y répondre, Nathalie. Alors, une première question, effectivement, y a-t-il une limite d'âge pour souscrire un PER? Alors, sur le pair Alta Profil, la limite d'âge, c'est 70 ans. Une autre question, peut-on posséder plusieurs contrats PER? Comme pour des contrats, on peut posséder aujourd'hui plusieurs contrats d'assurance vie. Absolument, on peut posséder donc plusieurs contrats PER et on l'expliquait tout à l'heure, donc un pair, ça a plusieurs compartiments. On peut donc avoir plusieurs pairs avec des actifs dans les différents compartiments. Je dirais l'originalité, la particularité de ce plan épargne retraite, et c'est pour ça qu'il a un succès. Il a été lancé l'année dernière dans le cadre de la loi Pacte, et c'est un vrai succès actuellement sur le marché, c'est qu'il apporte je dirais, cette souplesse, flexibilité et une diversité dans sa construction. Est-il possible de souscrire un PER au profit de ses enfants de moins de 18 ans? Est-ce que le versement sera imputé sur mon disponible fiscal? Sylvain, je te laisse peut-être répondre sur cette question fiscale. Ça dépend du contrat et de l'assureur, en fait. Donc, ça dépend. Là, je ne connais pas le contrat Swiss Life en particulier. Il me semble que c'est possible à vérifier dans les conditions générales. C'est une position juridique, en fait, puisque en plus du disponible fiscal de monsieur et madame, on a également le disponible fiscal des enfants. Et donc, il est possible de souscrire pour un mineur sous condition qu'on le retrouve dans les conditions générales du contrat. Alors, sur le ancien dispositif, ça existait. Sur le pair, je n'ai pas regardé en détail dans les contrats des compagnies. Donc, à voir. Effectivement, donc le dispositif permet la souscription pour des enfants mineurs et le contrat pair que nous avons donc créé avec Swiss Life autorise donc cette possibilité et de bénéficier bien sûr du disponible fiscal. Une autre question, vous dites qu'il faut commencer à épargner le plus tôt possible. Y a-t-il un intérêt à ouvrir un contrat retraite tardivement? J'ai 58 ans. Après, tout dépend des montants que vous souhaitez verser, donc ça dépend de votre disponible fiscal. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, il y a toujours un intérêt. 58 ans, comme vous l'avez vu, l'âge légal est 62 ans, l'âge auquel un salarié peut partir dans de bonnes conditions, c'est plutôt 63, 64, voire 67 maintenant avec le bonus-malus de l'ARCO-AGIRC. Donc, 58 ans, ça vous laisse 4 ans de capitalisation à voir en fonction de vos revenus. Pourquoi pas? Et de voir votre carrière, parce que vous avez probablement, lors de votre carrière, eu des dispositifs d'épargne retraite collectif que vous pouvez rapatrier sur ce disponible d'épargne retraite individuelle de type PERCO ou article 83. Et donc, ça vous permettrait de regrouper le tout sur un seul et même contrat de façon à vous retrouver avec un capital constitutif un peu plus élevé.
Une autre question, en cas de carrière longue, est-ce que l'on a le taux plein à 62 ans? Alors, en temps de carrière longue, on peut partir dès 58 ans. Mais sauf que les carrières longues, on en a de moins en moins aujourd'hui. Mais effectivement, le dispositif carrière longue, c'est pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. On peut partir à 58 ans et donc à 58 ans, on a le taux plein. Ok, une question un peu plus générique cette fois. J'ai ouvert une assurance vie il y a quelques années et en prévision de ma retraite. Vaut-il mieux préférer assurance vie ou PER pour préparer sa retraite? C'est une bonne question et c'est vrai que l'assurance vie a été souvent utilisée pour effectivement préparer la retraite. Alors, l'assurance vie n'apporte pas cette dimension fiscale, cet intérêt fiscal à l'entrée. Après, à la sortie, on peut effectivement donc sortir en faisant des rachats partiels programmés. Donc là, il y a un véritable intérêt fiscal. Moi, je dirais que l'assurance vie et le PER sont finalement extrêmement complémentaires. L'assurance vie est aussi une épargne longue. L'intérêt de l'assurance vie, c'est qu'il y a une certaine forme de liquidité de l'épargne, puisqu'on peut faire des rachats même pendant la phase d'épargne. Le PER, on n'est plus sur un contrat où on travaille sur cette capacité d'épargne, donc sur ce versement, mais en contrepartie, on ne peut pas sortir, sauf dans les cas de déblocage tels qu'on l'a vu. Par contre, c'est vrai qu'on a cet avantage fiscal à l'entrée et ces différentes possibilités à la sortie en rente, sortie en capital. Dans un schéma de transmission du patrimoine, lorsque le décès intervient après 70 ans, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir son épargne dans un contrat d'assurance vie parce que là, on a un vrai effet de levier, un vrai outil de transmission du patrimoine. Le PER ne présente pas les mêmes avantages successoraux, donc lorsque le décès intervient après 70 ans. En fait, on voit là qu'il y a une véritable complémentarité entre les deux dispositifs et avoir un PER aujourd'hui avec cet avantage fiscal à l'entrée, l'ouvrir le plus tôt possible et avoir une assurance vie qui permet aussi, en cas de besoin, de gérer, d'avoir des liquidités, c'est extrêmement complémentaire. Une autre question, y a-t-il obligation de débloquer cette épargne dès que l'on fait valoir ses droits à la retraite? Non. Non, c'est la grande nouveauté du plan d'épargne retraite. Il n'y a pas d'obligation de le débloquer à 62, 63. On peut débloquer sa retraite par répartition, sa retraite complémentaire ensuite et la retraite par capitalisation quand on le souhaite. On n'a plus d'obligation comme les dispositifs de type article 83, retraite d'entreprise, de le débloquer au moment du départ en retraite. Une autre question, quelle fiscalité à la sortie du PER? C'est une très bonne question pour laquelle il faudrait beaucoup de temps pour y répondre, mais la fiscalité dépend du choix que l'on fait entre sortie en capital et sortie en rente viagère, voire sortie en capital fractionné. Donc, comme tout dispositif avec un avantage fiscal, dès lors qu'on vous donne un avantage fiscal à l'entrée, on vous le reprend à la sortie. C'est la grande différence, c'est que lorsque vous souscrivez à 35 ans ou 40 ans et que vous êtes à une tranche marginale d'imposition à 41 ou 45%, au moment du départ en retraite, on l'a vu par le biais des simulations, malheureusement, ou alors si c'est le cas, c'est par d'autres effets, mais on se retrouve dans des tranches marginales d'imposition inférieures. Donc, tout l'avantage et l'intérêt fiscal du PER réside en fait dans cette tranche marginale d'imposition et quand vous souscrivez sur un PER, vous avez l'avantage fiscal à l'entrée, que l'on vous reprend à la sortie si vous sortez en capital, mais vous êtes forcément dans une tranche d'imposition inférieure. Donc, on a toujours l'effet de levier de l'avantage fiscal favorable sur le plan d'épargne retraite. Et si on sort en rente viagère, c'est la rente viagère à titre gratuit, c'est-à-dire qu'une fraction de la rente viagère, non, pardon, la totalité de la rente viagère est réintégrée à l'imposition des revenus comme les rentes viagères au titre des retraites complémentaires. Et donc soumise à l'impôt sur le revenu, après un abattement de 10%.
on voit là qu'il y a une vraie, en fonction, il y a une vraie, je dirais, diversité en fonction des options qu'on a pu prendre à un moment donné. Même à l'entrée, on peut très bien aussi ouvrir un plan épargne retraite et se dire, finalement, je ne prends pas, j'ai pas une tranche d'imposition élevée, je joue sur la capacité d'épargne, mais finalement, je ne prends pas l'avantage fiscal à l'entrée. Dans ce cas, on a effectivement une défiscalisation à la sortie. Et c'est pourquoi il faut vraiment bien regarder tous ces aspects. Il y a une vraie stratégie patrimoniale à poser, une stratégie retraite. Ça s'inscrit aussi dans un schéma de construction du patrimoine dans le temps. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être accompagné sur ces sujets, de faire différentes simulations. Une autre question, est-ce que l'on peut encore transférer un article 83 dans un PER? Alors oui, on peut transférer l'article 83 dans un PER. L'article 83, c'est de la retraite collective, donc ça vient dans le compartiment 3. C'est donc, ça viendra avec l'ensemble des avoirs qui proviennent de retraites collectives. Voilà. Alors, on a eu, quand on pouvait encore ouvrir des PERP, c'est vrai qu'on pouvait transférer les articles 83 dans les PERP et ensuite le PERP le transférer sur un PER et là, on le transférait sur le compartiment 1 et donc on transformait une retraite collective avec une sortie en rente en passant par le PERP, on le transférait en PER et donc une sortie en capital. C'était l'astuce qui permet de sortir en capital. Alors, si vous avez un PERP, si vous avez si vous aviez ouvert un PERP et vous avez toujours ce PERP, vous pouvez effectivement le faire. Par contre, on ne peut plus ouvrir de PERP depuis le 1er octobre. La condition étant de ne plus faire partie des effectifs de l'entreprise pour le transférer. Absolument. Par contre, il ne faut plus que le contrat soit effectivement alimenté. Oui. Une autre question, et nous avons beaucoup de questions. Quels sont les frais d'un transfert d'un contrat Madelin vers un PER? Autrement dit, le capital acquis sur mon contrat Madelin sera-t-il intégralement transféré? Ça dépend du contrat. Il faut regarder les conditions particulières du contrat. C'est là où la réglementation a changé pour le plan d'épargne retraite, c'est-à-dire que tout dispositif confondu, les frais sont plafonnés à 1%. Pour des contrats de type Madelin, vous pouvez avoir des frais de transfert à 2, 3, 4, 5%, sachant qu'il y a une chose importante au niveau du code des assurances, c'est qu'au-delà de la 10e année, l'assureur ne peut plus prendre de frais. C'est-à-dire que si votre contrat a plus de 10 ans, les frais sont nuls. S'il a moins de 10 ans, il faut regarder les conditions générales de votre contrat. Vous avez un article dans les conditions générales du contrat qui mentionne les frais de transfert. C'est écrit, alors si vous n'avez plus les conditions générales, si vous avez le nom du contrat, nous on peut vous les retrouver et on a une base de données et on peut le regarder. À ce moment-là, vous nous contactez et vous nous donnez le nom du contrat, on pourra regarder si vous ne les avez pas sous la main. Une question pour vous, Sylvain. Pour la déduction fiscale, si je place 100 000 € en étant imposé dans la tranche 30%, je pourrais déduire 3 000 € sur le montant de mes impôts ou sur le total de mes revenus? Ça vient diminuer la base imposable. Donc, si vous avez 100 000, c'est l'exemple que l'on a fait tout à l'heure, hein, le montant que l'on vient verser sur ce plan d'épargne retraite va diminuer notre revenu imposable. Et donc, si on le ramène à notre TMI, ça va diminuer d'autant notre montant d'impôt. Si je suis dans une TMI à 30 et que je verse 10 000 €, ça me donne un avantage fiscal de 3 000 €. Là, dans l'exemple que l'on a fait, ça nous donne un peu plus parce qu'on oublie toujours quand on fait le calcul d'impôt. Là, l'exemple que l'on avait, c'était 196 000 € de revenus avec 2 enfants. On oublie toujours de calculer l'effet du quotient familial qui est plafonné à 1 500 € par enfant. Et de fait, le fait dans notre exemple ici, on le remet ici, hein, le détail, vous pouvez l'avoir si vous le souhaitez. Mais là, si on verse la totalité des 8 900 € déductibles possibles,
on fait un saut de tranche et on repasse de 30 à 14%, rien qu'avec l'effet de levier du plan d'épargne retraite. Et donc, comme vous le voyez, on a versé 8 900 €, on était dans une tranche à 30%, on a écrété la totalité de la tranche à 30 et on est redescendu à 14, ce qui fait qu'on a un effet de levier parce qu'on est à la limite des deux tranches et parce qu'on est redescendu de tranche. Mais vous voyez, on est passé de 10 916 à 6 355. Donc, si 100 000 € de revenus, si je verse 10 000, si je suis dans une TMI à 30, j'ai 3 000 € d'économie d'impôt sous condition, c'est un minimum, hein, sous condition de ne pas avoir fait un saut de tranche à la baisse, où on peut obtenir un peu plus, comme dans l'exemple. Une autre question, quelle table de mortalité on applique la même tranche. Pardon, je vous coupe, excusez-moi. Oui. Quelle table de mortalité est retenue dans le PER lorsqu'on transfère des pertes ou des Madelin retraite qui datent de 25 ou 30 ans? Alors là, c'est dès lors que vous transférez, dès lors qu'on transfère un contrat, il n'y a pas le contrat d'origine prend fin au moment du transfert et on rentre dans un nouveau contrat. Donc, il faut regarder effectivement ces aspects. Si vous avez, par exemple, la TPRV 93, enfin une vieille table, au moment du transfert, votre contrat s'arrête, vous perdez effectivement le bénéfice de cette table de mortalité. Et dans le contrat donc pair de Swiss Life aujourd'hui, nous on travaille avec la TGF 05, donc de mars 2020, la table de mortalité actuelle, qui n'est effectivement pas la même que celle d'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est pour ça que c'est aussi un aspect qu'il faut effectivement regarder. Si vous avez le souhait de sortir en rente viagère, que cette dimension rente viagère est importante, il faut bien regarder la table de mortalité dont vous disposez sur votre contrat que vous souhaitez transférer. Parce qu'au moment du transfert, encore une fois, le contrat s'arrête et là, vous basculez dans une autre table qui est celle d'aujourd'hui, qui va être garantie pour les années à venir, mais en tout cas qui ne reprend pas l'antériorité. Qui est le bénéficiaire en cas de décès? Y a-t-il la notion de bénéficiaire désigné dans le cadre d'un PER? Alors, là, le PER dont on parle, c'est un PER assurance, c'est un contrat d'assurance vie. Donc, vous avez une clause bénéficiaire que vous devez remplir au même titre qu'un contrat d'assurance vie. Donc, des bénéficiaires désignés, il faut effectivement être très soucieux de la rédaction de cette clause bénéficiaire parce que si vous décédez, eh bien, ce sont les bénéficiaires qui récupèrent ce capital décès. Une autre question également sur la succession. Quel est le traitement successoral du PER? Alors, vous avez sur le PER, c'est un contrat d'assurance vie. Donc, vous avez un traitement fiscal que je vais dire identique à l'assurance vie. Cependant, il y a un vrai point de différenciation. C'est que lorsque vous décédez après 70 ans et que votre père est toujours, pour X raisons, le père est toujours ouvert après 70 ans, là, il y a une vraie différenciation. Ce n'est plus aussi avantageux que l'assurance vie. Et pourquoi? Parce que les sommes qui auront été versées pendant la phase d'accumulation, donc bien avant vos 70 ans, eh bien, ne vont pas bénéficier, comme dans l'assurance vie, de l'avantage successoral de sommes ayant été versées sur le contrat d'assurance avant 70 ans. Elles vont être considérées comme des sommes versées après 70 ans. Donc ça, c'est une vraie différenciation dans l'aspect successoral entre l'assurance vie et le PER. C'est pour ça que ce que nous disons toujours à nos clients, c'est
vous mettez en place un PER. Il faut effectivement, au moment de la liquidation des droits à la retraite, eh bien, il faut que vous liquidez le PER. Si vous souhaitez le liquider en prenant donc l'option capital fractionné, donc vous allez tous les ans recevoir un capital pendant plusieurs années, eh bien, faites en sorte que ce capital, il va être libéré. Alors, jusqu'à vos 70 ans. Parce qu'au-delà de 70 ans, vous prenez un risque, entre guillemets, en tout cas, le traitement sur les aspects successoraux ne sera pas du même calibre que sur le contrat d'assurance vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'assurance vie est un véritable outil de transmission du patrimoine. Le PER, c'est un outil de construction d'une retraite complémentaire au moment de la liquidation des droits, même si c'est aussi un contrat d'assurance vie. Une autre question, le contrat titre à perte sera-t-il transformé automatiquement en PER? Alors oui, tous les contrats, ça c'est un choix, enfin ça a été donc validé par l'association Serena qui gère le contrat comment dire, titre à perte donc de Swiss Life. Et donc là en octobre, l'ensemble des contrats PERP de Swiss Life vont être transférés automatiquement en PER. Vous avez donc reçu une information donc de l'assureur sur ce point et ça va être fait là dans les jours qui viennent. Et ça se fait automatiquement. Vous n'avez aucune action à mener, si ce n'est que lorsque vous avez reçu l'information, vous aviez la possibilité de renoncer effectivement à ce transfert. L'heure tourne, je vous propose encore 2 questions. Est-ce que je peux ouvrir un PER maintenant alors que je pars en retraite de base en fin d'année pour bénéficier de la réduction d'impôt des versements? Quel conseil apporter à cette personne? Je ne sais pas si Sylvain a entendu oui, vous pouvez verser cette année et le débloquer ou pas l'an prochain, hein, mais de toute façon, comme vous n'êtes pas obligé de le débloquer l'an prochain, vous pouvez très bien verser cette année pour déduire et retirer votre épargne dans 3, 4, 5 ans, il n'y a pas de souci. Après, l'intérêt social qu'est la retraite, là pour le coup, sur une année de versement restera faible. Mais vous aurez toujours le gain fiscal et la capitalisation. Vous pouvez très bien le débloquer dans 10 ans. Après, encore une fois, tout dépend du montant que vous versez par rapport à vos revenus et à votre enveloppe de déductibilité fiscale. Et oui, rien ne vous l'empêche.